Schweitzer, à l'époque, c'était l'homme le plus connu au monde. Il y a eu 3 grands personnages au XXe siècle, donc Schweitzer, Che Guevara et Mère Teresa. AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre santé naturelle ce matin avec mon invité. Je reçois le Viking, docteur Jean-Pierre Willem. Vous êtes chirurgien et anthropologue, on vous surnomme le médecin aux pieds nus. Et vous avez été le dernier assistant en 1964 du docteur Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix. C'était à Lambaréné, au Gabon. Vous étiez médecin résident à l'hôpital de Libreville. Il avait au moins 90 ans à l'époque, le docteur Schweitzer. Ah, il avait 90 ans. Il avait un très fort accent alsacien et vous avez surnommé le Viking. Le Viking. Le Viking. Viking. Ah, mon fieu, comment vas-tu? Il parlait alsacien, tout le monde a son accent. Moi, j'ai un accent ardennais, mais vous ne l'avez pas vu. Bon, tu vois, que Covid. Ah bon, vous avez remarqué quand même? Bah oui, tous les auditeurs adorent votre accent des Ardennes. Punaise, pourtant, j'ai pris des cours pour gommer tout ça. Bon, on dit Willem ou Willem? Ah, on dit Monsieur Willem. Monsieur Willem. On dit les Water, mais Monsieur Willem. Pardon. I'm sorry. On va le faire en français si vous voulez bien. Vous étiez, vous, encore étudiant à l'époque où vous rencontrez le docteur Schweitzer? Non, je n'avais pas ma thèse. Vous savez que donc on passe sa thèse en 6e année, et moi j'étais au cœur de la 6e, quoi. Bon, puis j'étais de passage, mais il m'a dit tu restes. Bon, je suis resté. Vous pensez, Schweitzer à l'époque, c'était l'homme le plus connu au monde. Il y a eu 3 grands personnages au XXe siècle, donc c'est Schweitzer, Che Guevara et Mère Teresa. Ça vous arrange parce que vous les avez rencontrés tous les 3? Je vais pas dire les Beatles. Ah bah si. Qu'est-ce que ça m'amène, les Beatles? Qu'est-ce qu'ils ont apporté à part Imagine ou Noir c'est Noir? Non, Yellow Submarine, enfin des trucs comme ça. Oui. Bien, vous débarquez à Lambaréné, donc c'est là où Lambaréné, pardon, là où il avait fait son hôpital village. Oui, exact. Vous étiez tout jeune, vous? Oui, j'avais 23. Ouais. Et qu'est-ce qu'il vous a dit quand il vous a vu pour la première fois, le docteur Schweitzer? Il m'a trouvé sympathique et mon accent m'a sauvé. Parce qu'il avait peur que j'ai l'accent parisien, il ne supportait pas les Parisiens. Je ne sais pas pourquoi à ce niveau, mais le fait que j'ai un accent qui se rapprochait de l'Alsace, ça lui a plu. On se retrouvait dans une petite ambiance... Et alors, il m'a dit, tu restes. Et j'étais avec un jeune étudiant vétérinaire, pourtant il s'occupait pas mal d'animaux et tout, c'était moi. Et alors, je suis arrivé, moi, pour 2 jours d'habits, etc. Et alors, il m'a passé même un casque, parce que là-bas, il fallait se protéger du soleil. Il m'a passé 3 chemises, 3 belles chemises blanches, dont j'en ai gardé une, où c'était mis Dr Schweitzer. Alors, je dis, je les retire, oh non, ça te profitera un jour, qu'il m'a dit, tu les gardes. Et puis les bas blancs, parce qu'il y avait comme un uniforme, et la lampe tempête. D'accord. dont je reparle dans ma dernière lettre, comme vous êtes curieux de savoir, parce que j'ai eu l'occasion de soigner la folie des Africains dans une méthode qui était à l'africaine. Alors, à Lambaréné, il avait imaginé un village-hôpital africain. En quoi est-ce que c'était avant-gardiste, ça ? C'était avant-gardiste. D'abord, les familles venaient accompagner le malade. Bon, et alors, personne ne payait, mais en revanche, donc, il les envoyait dans les jardins, les hommes. Je me souviens même... un petit peu, il fallait on marchait, il y avait la marche militaire. Opa, voilà, ça. Il avait 90 ans, bon, et alors ils allaient, et ils leur donnaient à manger, donc je me souviens, c'était des pilchards, l'équivalent des pilchards, les gros poissons, vous vous souvenez, et puis des bananes, etc. Et les familles venaient accompagner et faisaient la popote, ce qui fait que les baraquements étaient un peu noirs. Et c'est ce qu'on reprochait, parce qu'il y avait la fumée. Mais à l'arrivée, il y avait quand même 50%, il y a 50% de moins de temps pour qu'ils guérissent. Parce qu'ils étaient dans une ambiance, c'est pas comme dans un hôpital, vous avez la visite, surtout dans un EHPAD,
Et combien il y en a qui meurent dans les EHPAD, dans la tristesse, dans la solitude et tout. Et lui, il voulait pas ça. Il voulait que les familles soient au contact de leurs patients. Et déjà, ça, c'était déjà un avantage. Oh, c'était révolutionnaire, ça, pour... Oui, même la façon dont il avait orienté les bâtiments, c'était oui, il y avait une orientation c'était spécifique, avec au niveau du passage du soleil, etc. Et plus, comme il y avait des mythes, donc il fallait construire avec des bois imputrescibles, etc. Enfin, tout était calculé. Et en plus, il avait construit donc un jardin que j'ai appelé le jardin d'Éden, où il y avait tous les fruits. Parce qu'il disait qu'ici en Afrique, il faut de la vitamine C, qu'il disait. Voilà. Et puis il aimait bien les plantes médicinales. Alors, j'en connaissais quelques-unes, là, comme je l'ai fait avec Che Guevara, qui lui aussi était très attiré par les plantes. Alors, je lui en proposais qui marchait bien, par exemple dans la thalassémie, la drépanocytose, etc. Il y a des plantes merveilleuses, parce que si vous croyez à la nature avec un grand N, là où il y a des pathologies, là où il y a les remèdes. Mais là, faut comprendre quand même le phénomène. Tout est calculé, il y a une harmonie. De même chez l'homme, c'est une merveille. Hein, il y a tout, enfin, une merveille, il y a des fois, c'est vraiment la catastrophe, mais enfin, habituellement, l'homme, c'est une merveille, tout est calculé, etc. On est protégé, on a même 5 barrières pour nous protéger. Quand vous demandez à un médecin quelles sont ces barrières, il ne sait pas. Mais alors, depuis que j'en parle souvent, donc il y a même un professeur quand même qui m'a appelé, il m'a dit « Comment vous avez découvert les 5 barrières ?» J'ai dit voilà, parce que j'ai travaillé sur la question, etc. Et alors, ces barrières, bien souvent, quand vous avez perdu le sens du goût, etc., elles sont effondrées. C'est la dernière barrière, la barrière hémato-encéphalique. On va revenir tout à l'heure sur les barrières. Okay. On va terminer sur le docteur Schweitzer. Vous avez été son assistant, son dernier assistant. Oui. Pendant combien de temps à peu près? Une petite année? 6 mois 6 mois, oui. Ouais. 6 mois, puis après, il est mort on appelle ça du syndrome du glissement. C'est-à-dire, quand on a terminé sa vie, c'est comme une bougie, vous l'arrêtez, pof, il est parti de plein gré, quoi. Il n'a pas eu les angoisses de Mitterrand, etc., avant la mort. Il était prêt, je servais un peu de starting block mental, parce que comme j'étais quand même dans une école religieuse, j'avais quelques rudiments et tout, ça lui plaisait, donc on échangeait, quoi. Oui, parce qu'il était très protestant. Il était pasteur. Il était pasteur et il aimait énormément parler de religion. Oui, évidemment, ouais. Évidemment. Ça, c'est évident. Et puis, il jouait Bach, etc. Souvent le soir, avant de dormir, Et puis nous, en bon garnement, on était quand même une quinzaine de médecins, et puis pas mal d'infirmières. On faisait un petit peu la java, quoi. Mais il aimait qu'on chante, etc., quoi. D'un point de vue de votre pratique aujourd'hui, qu'est-ce qui vous reste de Schweitzer? Qu'est-ce qui vous a transmis? C'était quand même, grosso modo, le médecin de famille. C'est-à-dire, maintenant, ça n'existe plus, le médecin de famille. On est tout orienté vers le fric, etc. Quand je pense qu'il y a 3000 médecins qui sont partis en Suisse pour avoir doublé leur salaire, j'étais un des derniers médecins pieds nus, un des derniers médecins de famille. Je faisais des remplacements, etc., dans un contexte de médecin de famille. Ça me plaisait. On avait le suivi de la famille, etc. Maintenant, ça n'existe plus. Maintenant, les gens, ils font du nomadisme. Hein, on circule, il y a tellement de spécialistes et tout, puis ils sont plus ou moins mal soignés. À partir de là, on fait du nomadisme. Mais il n'y a plus de médecins qui s'occupent de vous, de toute la famille. Ils ont eu le grand-père, la mère, les enfants. Ça, c'était beau. Un journaliste a écrit quelque chose sur vous récemment que j'aime beaucoup. Il a dit que vous êtes le médecin que vous avez toujours rêvé d'avoir. Oui, mais ça veut dire quoi, ça? C'est bien. Ça veut dire que vous êtes le médecin que tout le monde aimerait avoir. Ah, aimerait avoir, oui, comme on prend comme le neveu. C'est un compliment. Ah oui, c'est un compliment. Oui, c'est exact. Ça me plaît. Vous avez publié plusieurs livres récemment. Le dernier, c'est 100 ordonnances naturelles pour 100 maladies courantes, qui vient de sortir chez Guitre et Daniel.
On va se replonger dans un livre majeur que vous avez publié il y a 2 ans maintenant, qui concerne la maladie d'Alzheimer, Willem, qui s'appelle Alzheimer et odorat quand les arômes restaurent la mémoire, chez Guy Trédaniel. Vous avez voulu revenir ce matin, c'est vous qui me l'avez demandé, sur ce qui se passe aujourd'hui. Alors, il y a eu une étude danoise qui, sur beaucoup de patients, parce que c'est presque 1 million de patients, dit que le virus de la Covid-19 décuplerait le risque de développer Alzheimer, Parkinson ou un AVC. Et ça a été présenté au 8e congrès de l'Académie européenne de neurologie. Et pour avoir une idée des choses, c'est 3,5 fois pour Alzheimer, 2,6 fois plus important de développer une maladie de Parkinson, et pour un AVC, c'est 2,7 fois. Ça veut dire que si on a eu le Covid, on a plus de chances de développer ces maladies. Vous pouvez nous expliquer le lien? D'abord, je signale que j'étais le premier, là, 2 ans, à le signaler. Tout le monde m'est tombé sur le dos. Tout le monde. Et maintenant, je l'avais prévu, c'est évident, puisque le grand signe majeur d'Alzheimer, vous avez perdu le goût et l'odorat. Ce qui suppose que les 5 barrières ont sauté. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, vous pouvez attraper donc le Parkinson, mais ça dépend des récepteurs. Les récepteurs finaux, c'est-à-dire, c'est des récepteurs, c'est un petit peu des enclaves, des cupules qui reçoivent un peu le message. Et alors, suivant donc le message, suivant l'acide aminé, etc., vous aurez quand c'est dopaminergique, c'est le Parkinson, quand c'est central, c'est l'Alzheimer, et vous avez aussi la sclérose en plaques et la maladie de Charcot. Ce sont ce qu'on appelle des maladies neurodégénératives. Neurodégénératives, c'est suivant. C'est les plus connues, celles-là, en fait. Et alors, c'est un petit peu, il y a quand même des variantes. Vous ne soignez pas, par exemple, le Parkinson, mais une partie quand même, parce que, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, il y a une démyélinisation, c'est-à-dire vous n'avez plus de myéline. De même, la maladie de la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, donc, qu'on a citée, c'est pareil. Pourquoi plaque? Parce que toute la myéline, c'est un petit peu comme en électricité, vous savez, vous avez une bobine autour donc du fil. Eh bien là, il n'y en a plus. Ce qui fait que ce n'est plus protégé, etc. C'est vraiment la sclérose en plaques, on appelle ça une démyélinisation. Alors, le SRAS-CoV-2, c'est donc le virus le virus de la Covid aujourd'hui. Comment est-ce qu'il pénètre dans l'organisme? Il n'y a qu'une voie, c'est pour ça qu'on porte des masques, il passe par les narines. C'est la seule voie, comme pour la grippe. C'est la seule voie, comme il a un tropisme respiratoire, comme la grippe, du reste, on peut même soigner de la même façon la grippe que le Covid. Et donc, c'est pour ça qu'il faut prendre un masque. Et puis, alors, il faut quand même avoir un brin intelligent pour dire quand est-ce qu'il faut que je porte le masque. Quand vous allez faire une fête dans votre famille, ce qui est arrivé chez moi, il y a une fête, et bien, à la fin, donc, on boit, on chante et tout, puis à un moment donné, ça postillonne. Eh bien, il y a eu la moitié sur le flanc, dans ma famille. Vous vous rendez compte? Quand ça? C'était là, 6 mois, là. D'accord. Eh bien, sur le flanc. Et j'avais dit, mettez vos masques. Il suffit qu'il y en ait un pour contaminer tout le monde. Et c'est pas plus compliqué. Si vous allez dans une rave party, on dit rêve ou rave party, c'est-à-dire quand les jeunes font de la java. Alors, on a le céleri rave et la rêve party. La rêve party. Oui. Alors, quand ils font la java à 500, ou à 5000, eh bien, il y en a la moitié qui vont le choper, ou dans les boîtes de nuit, ou... C'est d'une évidence, et surtout les fêtes familiales, on croit que parce qu'on est en famille qu'on ne va pas le choper. Mais si, déjà, si vous prenez ça, la porte d'entrée, elle est verrouillée. Vous risquez rien. Et alors, en plus, pourquoi vous chopez donc une maladie? C'est que vous n'avez plus de défense. Donc, mais la médecine officielle n'a aucun moyen pour requinquer la défense. Nous, on en a. Il y a en particulier le STIM+, que je préconise depuis 30 ans. Il y en a qui ont moins de cancer, ils ont quand même et peu ont des infections. Mais c'est vraiment un doping de l'immunité.
Vous revenez quand vous voulez, Doc. À très bientôt, c'était un plaisir. Moi, c'est la rentrée. Moi, quand je vois le docteur Willem, je passe une bonne semaine. Vous pourrez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous verrez la vidéo du docteur Willem et vous pourrez voir les effets de son traitement à 23 €. On a regardé sur Internet sur lui et passer une très belle journée santé sur Beurre FM.